Bien, bonsoir. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Francis Danvers, qui est professeur émérite en psychologie et sciences de l'éducation. Il est aussi chercheur au laboratoire CIREL. Il dirige une collection chez l'Harmattan intitulée Orientation à tout âge. Il a aussi contribué, dirigé de nombreux ouvrages sur collectif. Le dernier, donc, c'est Histoire de vie et orientation chez l'Harmattan. Voilà. Il est membre fondateur du GREO, du groupe de recherche sur l'évolution de l'orientation scolaire et professionnelle. Et il est aussi, je crois encore, président adjoint de l'Université populaire de Lille. Voilà, mais surtout, il publie un travail monumental, composé de 900, un dictionnaire encyclopédique constitué de 900 considérations pour des sciences pédagogiques de l'orientation, et sous le titre générique, S'orienter dans la vie. Euh, En 2021, donc en 5 tomes, et en 2021, est censé sortir, avec un peu de retard, je crois, mais actuellement, là, le 5e tome de ce travail monumental. Donc, je laisse la parole à Francis, qui est, je le précise aussi, président de nombreuses associations, et en particulier, justement, l'association Aléa, qui est l'association qui, en même temps, a le plaisir de le recevoir aujourd'hui en tant que conférencier. Au début, merci. Ah bon, au tout début des années 90, fortuitement, j'ai découvert sur le campus, à l'espace culture, Archimède, le réseau Archimède. Et ça a piqué ma curiosité. Et j'ai découvert dans cet espace des échanges à la fois savants mais compréhensibles. Et puis ça m'a incité à, bien que j'étais recruté sur une chaire, comme on disait autrefois, de psychologie et de sciences de l'éducation, ça m'a incité à découvrir l'importance des savoirs dits savants, expérimentaux, mesurables, etc. Et surtout leur mise en culture, avec l'idée que ça peut se transmettre dans une visée d'éducation populaire. Il n'était pas nécessaire d'avoir à l'époque une maîtrise ou une thèse pour comprendre, mais c'était ouvert à tous, parce que tous avons droit à l'instruction, notamment concernant le progrès des sciences et des techniques. Et cette mise en réseau, cette confrontation des disciplines, exigeante mais aussi amicale, parce qu'il y avait des débats, j'allais dire poignants, on s'en poignait pas, mais il y avait vraiment de véritables débats, et j'ai découvert l'intérêt d'une ambition intellectuelle. Voilà. Donc pour moi, c'était un foyer de curiosité. Alors, tout ne s'explique pas par là, mais très certainement dans la manière dont j'ai conçu, par exemple, mon premier livre, qui est un lexique qui a plein de défauts, c'est le défaut de la jeunesse, hein. Mais déjà, on voit une source d'inspiration qui va en fait me guider tout au long de mon cheminement d'homme, de citoyen et puis d'universitaire. Et dans le même temps, pour moi, c'est émouvant. En fait, je vais prochainement fêter mon jubilé, c'est-à-dire mes 50 ans de campus lillois. Euh, et donc, c'est pas rien, puisque voilà, derrière ça. Alors, disons, je dirais tout bonnement, tout simplement, que je suis passé du statut d'étudiant au statut d'apprenant perpétuel. Parce que ce que j'ai appris dans l'espace Archimède, c'est que justement, il n'y a pas d'horizon fermé de la science. La science, c'est un progrès constant, une ouverture permanente, un état d'esprit, et toujours une volonté, notamment chez Bachelard, de renouveler sans cesse les concepts et notre vision du monde. Et de ce point de vue-là, si on rentre dans cette perspective-là, eh bien, on rajeunit chaque année, parce qu'on se délaisse de ses préjugés, de ses partis pris, etc. Et donc, ce sens de la vie, voilà, eh bien, je l'ai trouvé notamment dans ce réseau, parce que ce n'est pas seulement un lieu, mais c'est aussi un réseau, qu'incarnait magnifiquement Bernard Mette et tous les compagnons de route, hein, qui malheureusement certains d'entre eux nous ont quittés, mais ils nous ont quittés en apparence. Ils restent toujours vivants par leurs livres, leurs ouvrages et la manière dont ils nous ont transmis
leur capacité de comprendre les objets scientifiques auxquels ils ont été confrontés tout au long de leur vie. Voilà. Et donc, voilà, pour moi, c'est aussi cette séance partager un bonheur. Partager un bonheur. Alors voilà ce que je vous propose. En fait, bon, il est peu probable que vous passerez votre temps à lire ce travail. Et donc, mon but, ça va être de le synthétiser. Alors, je ne vais pas vous infliger le pensum des 900 considérations. Alors, vous allez me dire pourquoi 900, pourquoi pas moins, pourquoi pas plus. Parce que j'ai voulu refaire le geste de Pic de la Mirandole. Voilà. Pic de la Mirandole, pour moi, c'est une figure inspirante. Je vous donne ses dates, hein. Et Bernard me corrigera éventuellement. 1463-1494, il a vécu 31 ans. C'est pas énorme, mais à l'époque, c'était, je vais dire, banal. Et il a eu beaucoup d'idées, mais une idée qui, sur un plan anthropologique, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, dans le contexte de la théologie de l'époque, il a considéré que la grandeur de Dieu, c'était pas un plan divin sur le monde qui mettait chacun en ordre comme une série, mais c'était la capacité pour l'homme de fabriquer son destin. Et ça, c'était une idée assez révolutionnaire, l'idée que l'homme peut être à lui-même sa propre sculpture. C'était vraiment une idée incongrue. D'abord, les théologiens de l'époque l'ont fait comprendre qu'il était hors cadre. Alors, on ne l'a pas brûlé, mais on a brûlé ses écrits, c'est quand même pas rien. Et curieusement, aujourd'hui, Pic de la Mirandole n'est pas oublié. Alors, j'ai fait l'effort de m'informer pour avoir une traduction en français, puisque mon latin date de mes années collège. Alors, j'ai fait l'effort de lire ces 900 considérations. J'en ai retenu quelques-unes qui peuvent faire écho à aujourd'hui, mais je ne prétends pas réactualiser son œuvre. Par contre, faire ce geste me paraît intéressant. Donc, on peut dire que j'ai consacré un nombre d'années équivalent au nombre de durée de vie de Pic du Rambouillet. J'ai consacré une trentaine d'années à refaire le geste de Pic de la Mirandole. Et donc, maintenant, je peux le dire, c'est sous presse, voilà, j'ai arrêté celui qui... Alors, quand on fait un geste de cette nature, d'abord, ça rend humble. Hein, parce que je ne ferai jamais 901, voilà, ça rend humble. C'est l'idée qu'on est des nains sur des épaules de géants. Et puis, ça donne une vision. Alors, un matin, je ne me suis pas levé en disant, hop, ça s'est plus ou moins imposé à moi. Ça s'est plus ou moins imposé à moi, progressivement, au fil de ce lexique, puis de ce dictionnaire d'éducation, puis de cette, entre guillemets, épopée autour de s'orienter dans la vie. Alors, il y a eu un axe, on va dire une orientation, c'est qu'est-ce que c'est que s'orienter dans la vie. Alors, je ne prétends pas avoir la solution. Je dois dire, si pour vous, s'orienter dans la vie, c'est avoir le sens de l'orientation, spatiale par exemple, je suis l'un des plus désorientés qui puisse exister. Je me perds partout, y compris presque chez moi. Et pour l'instant, les médecins ne me considèrent pas comme Alzheimer. Bon. Donc c'est curieux, je ne sais pas s'il y a des psychologues dans la salle, comme si, entre guillemets, voilà, une avancée dans un domaine se payait au prix peut-être d'une déficience par ailleurs. Enfin, voilà. Je confesse mon incapacité radicale à m'orienter dans l'espace. C'est beaucoup moins vrai dans le temps. C'est beaucoup moins vrai dans le temps. J'ai une aptitude à me mobiliser sur des enjeux. Par exemple, les 50 prochaines années me passionnent. Alors qu'il y a très peu de chances pour que je les vive, évidemment. Quasiment aucune chance. Mais ça me passionne. Voilà. Donc pour moi, un objectif de court terme m'excite assez peu. À moyen terme, il commence à m'intéresser. À long terme, c'est fascinant. Voilà. Alors c'est une psychologie particulière. Alors je ne sais pas si c'est ce travail qui a contribué à cette mentalité, ou si c'est cette mentalité qui a rendu possible ce travail. Ou si c'est mon éducation. Alors, je ne vais pas trop développer, mais évidemment, cette œuvre, entre guillemets, qui peut être lue d'un regard totalement extérieur, objectiviste, d'une certaine manière, c'est la vérité de moi-même. C'est-à-dire, on voit qui j'étais, avec mes forces et mes limites très jeune, puis après, comment je me suis construit progressivement, en éliminant certaines choses, puis en allant vers d'autres. Derrière ça, d'une certaine manière, c'est toute l'histoire de ma vie. Et même plus que ça, puisque ça donne lieu à des interprétations infinies. J'imagine qu'un jour, les machines s'intéresseront je ne suis pas un lexicologue, hein, mais il y a tout un travail qui sera intéressant à faire pour savoir quel est le sujet du premier tome, quel est le sujet du deuxième tome. Et effectivement, c'est des séquences de vie qui renvoient à mon histoire personnelle. Voilà. Alors, en sciences de l'éducation et de la formation, puisque récemment, cette discipline s'est ouverte aux sciences de l'éducation et de la formation, c'est-à-dire c'est tout au long de la vie, il y a probablement un travail à faire pour établir le lien
entre la production intellectuelle, on va dire pour faire simple, l'œuvre et l'individu. Ce qui ne veut pas dire que l'œuvre s'explique entièrement par l'individu. Parce que cet individu, il est au croisé de plein de choses dont on peut rendre par une histoire de vie. Mais dans une histoire de vie, on n'est pas à soi-même son propre biographe, sauf si on s'appelle Jean-Paul Sartre, mais ça, c'est une autre affaire. Alors voilà ce que je vous propose comme méthode, puisque nous avons la chance d'être dans un groupe amical, on se connaît plus ou moins tous, dans des réseaux qui nous sont proches, autour d'Aléa et d'Archimède. En fait, ces 900 considérations, je vais vous les résumer. Je vais les résumer en 30 scolies. Alors probablement qu'Alain me corrigera, parce que, bon, scolie, j'aime bien l'idée voilà, d'une affirmation forte, synthétique. Bon, mais à juste titre, Alain me faisait remarquer que chez Spinoza, bon, il y a une volonté démonstrative qui n'est pas du tout mon cas. En fait, je ne prouve rien. Sinon que je peux attester et puis mettre en lien des auteurs qui ont travaillé sur cette question. Mais je ne prétends pas démontrer quoi que ce soit. En sachant que sur mon domaine, les choses ont été dites. Parce que qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? Ça a été fait, c'est Kant. Kant a écrit qu'est-ce que s'orienter sur la pensée. Alors on peut, en refaisant le geste kantien, continuer sur ce registre. Pierre Macheret l'a fait. Pierre Macheret, qui est un grand philosophe, marxiste notamment, et pas seulement, il a repris le geste kantien et il a fait un ouvrage extrêmement savant sur qu'est-ce que s'orienter, sous-entendu, dans la pensée. Alors moi, j'ai essayé un exercice plus impur, plus risqué, c'est de se demander qu'est-ce que s'orienter dans la vie. Alors la vie, c'est beaucoup plus large, parce qu'on ne fait pas que penser dans notre vie. On a une vie. Alors d'abord, la notion de vie, curieusement, y compris dans la discipline d'ailleurs, rares sont les auteurs qui définissent la vie. Ils disent se former tout au long de la vie, mais c'est un concept complètement creux. On ne définit pas ce qu'on entend par vie. Est-ce que c'est la vie organique, biologique, sociale, culturelle, la vie telle que peut l'entendre mon percepteur en faisant une feuille d'imposition? Est-ce que c'est la manière dont je décris en récit mon existence? Est-ce que c'est la vie spirituelle? Est-ce que c'est la vie onirique? Je rêve, je vis. Vous voyez, Bachelard, etc., etc. Bon. Donc le concept de vie, en fait, on peut le décliner au moins en 10 dimensions, et en sachant qu'on a une vie artistique, on a une vie post-mortem, on a une vie algorithmique, enfin, vous voyez, bon, ça va partout. Donc s'embarquer sur une telle question, c'est vraiment galère, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est un exercice inépuisable. Alors, quand on sait qu'on part pour une aventure inépuisable, à mon avis, il faut avoir la rigueur d'un dispositif. Et là, Pic de la Mirandole, bon, offre, puisque lui, s'est attaqué à la question de Dieu. Bon, d'une certaine manière, moi, c'est le même geste, sauf que Dieu, je le laisse reposer, je laisse là où il est. Mais moi, je m'intéresse au Dieu fait homme, c'est-à-dire à l'homme. Et en ce sens-là, il faut prendre notamment la science peut nous aider. Quand on veut résoudre une question, il faut poser une question en termes solubles et puis se donner un dispositif tel qu'on puisse avancer. Pas produire des résultats objectifs, transmissibles pour les siècles des siècles, mais au moins produire de la connaissance. Donc en fait, je me suis limité à 30 scolies qui ont la volonté de synthétiser tout ça. Et ces 30 scolies, on peut les catégoriser en 3 chapitres. Comme ça vous permettra de réagir après chaque partie. Donc j'aborderai les 10 premiers scolies, je vous laisserai le temps de réagir. Puis on abordera le deuxième volet, 10 autres scolies. Et puis j'espère qu'on aura le temps pour la troisième dizaine. Alors la phrase mondiale la plus connue, c'est la phrase de Pascal. La chose la plus importante à toute la vie est le choix d'un métier, le hasard en dispose. Fin de citation. Bon. Ça, on trouve ça dans tous les livres. Alors 1670, c'est la phrase absolue de Pascal. Bon. Alors, si on admet que le métier, c'est pas seulement le métier au sens le job, la feuille de paye, enfin le statut, bon. Mais si on entend ça au sens le métier de vivre, alors je suis prêt à signer. Donc j'adhère. La chose la plus importante, tout au moins à mes yeux, à toute la vie, c'est le choix du métier de vivre. Donc là, je me fais un peu interprète de Montaigne. Le hasard en dispose, oui, pour une large part. Pour une large part, mais il n'y a pas que du hasard. Autrement, je ne serais pas ici, je ne serais pas professeur de sciences d'éducation, psychologue, je ne serais pas engagé dans une université populaire. Donc il y a du hasard, il y a des déterminismes, et puis il y a de l'entre-deux. Disons qu'il y a de la poésie. La dimension poétique de l'existence, pour moi, est un élément.
Alors, commençons par le commencement. Le premier scoli, bon, je vais employer le mot scoli au sens très lâche, et non pas au sens spinoziste du terme. Alors, l'étymologie, c'est toujours intéressant. L'orientation vient de l'Orient, c'est l'endroit où le soleil se lève, signe de la résurrection, d'une source originelle vers laquelle on se tourne pour retrouver l'essentiel. S'orienter dans l'existence, et pas seulement dans la vie, c'est chercher son levant et plus tard son couchant comme destination d'une vie. Les origines lointaines de l'orientation se confondent avec les débuts de l'aventure humaine. Selon Pascal, que je viens de citer, l'homme s'oriente selon 3 ordres, l'ordre des corps, de l'esprit et du cœur. Et j'avoue que je suis marqué par la configuration trinitaire. C'est-à-dire, bon, c'est pas seulement le plan en 3 parties, mais c'est tenter de penser 3, sa structure. Deuxième scolie, l'orientation telle que nous l'entendons, là j'assume ma position, on peut très bien partir d'autres postulats, relève d'une logique du vivant, de l'avant-naissance, très important, à l'après-mort. Nous existons à partir du jour de notre conception et nous disparaîtons lorsque nous sortons de la mémoire des vivants. La famille est la première instance d'orientation. Le parcours d'une vie humaine se donne à comprendre à travers un récit de soi. Et là, je m'appuie sur Rosan Vallon 2014, qui a créé un site autour de raconter la vie. Et la mise en mots de l'expérience vécue, qui ont un pouvoir transformateur du sujet. C'est-à-dire le fait de raconter sa vie, c'est une chose qui transforme la subjectivité de l'individu. Je pense notamment à tout le courant des histoires de vie, des récits de vie. Là, je cite Delory Montberger, mais je pourrais citer Christophe Nodomski, qui dirige la Maison de la recherche en sciences humaines et sociales, avec un pouvoir d'auto-transformation. Troisième scolie, tout n'est pas joué à la naissance, bien que je souligne l'importance des 1000 premiers jours. Donc, je vais voir ce qu'en disent les généticiens. La plasticité neuronale est le mécanisme par lequel chaque cerveau devient unique et chaque sujet singulier. Les neurosciences nous apprennent que la créativité, par exemple, d'un Léonard de Vinci, d'un Mozart, d'un Einstein ou d'un Picasso, ne peuvent être pensées indépendamment l'un de l'autre. Et là, je m'appuie sur les travaux de l'Association franco-israélienne pour la recherche en neurosciences en 2015. Bref, le cerveau est un organe de choix. L'être humain ne s'oriente pas hors sol, il a besoin de points d'ancrage et de figures d'attachement. Alors, ces propositions peuvent être entendues de multiples manières. On peut en faire une lecture purement neuronale, on peut en faire une lecture aussi en termes psychanalytiques, figure d'attachement, ou ethnologique. Mais alors souvent dans mon propos, il y a toujours une dimension polysémique, c'est-à-dire on peut entendre ce que je dis à plusieurs niveaux. Et donc j'entre en relation avec mon public au sens très large du terme, c'est entrer en résonance, c'est-à-dire chacun entend ce qu'il est prêt à entendre au moment où je l'annonce. Et la question, ce n'est pas de le convaincre qu'il a raison ou qu'il a tort, c'est une circulation des interprétations. Donc il y a une dimension presque d'exégèse. Donc j'essaye d'avoir une formulation, et bon, j'ai essayé de la conquérir au fil des années, des décennies, d'avoir une formulation qui permette plusieurs lectures, y compris pour moi-même. Quand je me relis, je ne me comprends plus de la même manière, et y compris pour ceux qui m'entendent, ou ceux qui dialoguent avec moi lorsque nous dialoguons ensemble. 4. L'orientation est un fait psychologique total. Là, je citais Emerson. C'est un fait sociétal total, Berthelot. Ce phénomène humain complexe et multidimensionnel, aux différentes facettes, un peu à la manière d'un hologramme ou d'un ruban de Mobius, dont les plis et les replis, que seule une approche multiréférentielle en éducation et en formation peut explorer. Alors, s'il y a des questions, je vous donnerai les auteurs sur lesquels je me suis appuyé, mais je vais éviter de les citer tous, parce que ça risque d'écraser notre soirée. Mais si vous souhaitez avoir plus d'informations sur tel ou tel point, je vous donnerai l'auteur sur lequel je me suis appuyé. Le life designing est un cadre général pour penser et agir dans le domaine du conseil en orientation au XXIe siècle. Chacun est invité à prendre sa vie en main dans une société d'opportunités. Alors là, vous pouvez l'entendre au sens macronien du terme, mais ça peut s'entendre aussi d'une autre façon. Quand Macron dit « si tu veux trouver du travail, traverse la rue », bon, c'est une métaphore, c'est un geste politique, mais c'est aussi une position philosophique auquel je ne souscris pas entièrement. 5, mais je ne suis pas homme politique, chacun est dans sa catégorie. L'orientation, un trésor est caché dedans. Vous reconnaissez Jacques Delors. Il existe une énigme, ça c'est très important, il existe une énigme propre à l'orientation qui fait que nous nous orientons dans l'existence toujours en double aveugle, ignorant
que nous sommes ignorant que nous sommes des causes premières, mais aussi des fins dernières. Puis un étudiant m'a dit, Monsieur Danvers, qu'est-ce que vous faites des mondes parallèles? Alors du coup, j'ai ajouté ma troisième dimension et des mondes parallèles. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que faisons-nous? C'est toute la signification ultime de l'aventure humaine qui nous est posée, la quête de sens et le sens de la quête. Alors parfois, je vous donnerai un auteur qui, pour moi, vraiment m'a enchanté, Kundera. Quand on trouve chez Kundera, on trouve des formulations qui sont absolument stupéfiantes et qui secouent le cerveau quand on s'intéresse à la question de l'orientation. 6. Alors, toutes mes propositions ne sont pas également crédibles. Alors, robustes, je préfère le mot robuste, parce que je sais que la plupart d'entre nous sommes scientifiques ici. C'est-à-dire, il y a des degrés de robusteté qui sont variables selon mes propositions. Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Par exemple, ici, je vais aborder l'historicité de l'orientation. Sur l'historicité de l'orientation, j'ai fait de très nombreux articles. Donc, quand je dis qu'il y a une historicité de l'orientation, j'estime que cette proposition, elle est robuste. Parce que j'ai mouillé ma chemise là-dessus. Et j'ai demandé l'expertise de mes collègues là-dessus. Par contre, sur d'autres formulations, ça peut être plus ou moins robuste parce que je m'appuie sur les autres. Et m'appuyant sur les autres, je délègue en quelque sorte mon jugement aux autres, en partie tout au moins. On ne peut pas tout savoir. Alors c'est le problème de la pensée holistique. Ma pensée est vraiment très large, très holistique. Donc effectivement, selon que je suis au cœur du système, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, les risques ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais bon, je le dis tout... c'est une question d'éthique que de le reconnaître. Alors cette historicité de l'orientation me passionne. J'ai développé vraiment une passion là-dessus. Alors au tout début, d'abord il y a eu un article phénoménal, c'est Hutto et Lautrey qui ont fait en 1979 un article sur histoire des idées dans le domaine de l'orientation au XXe siècle. C'est-à-dire quand est-ce que ça a démarré les idées d'orientation. Et quand j'ai lu cet article, j'ai dit c'est ça que je veux faire toute ma vie. Donc j'ai lu cet article, je l'ai relu, je l'ai recopié, je l'ai transmis, voilà. Et j'ai dit, j'essaierai de me mettre à la hauteur de ces deux auteurs, et après, je remonterai dans le temps. Et donc, eux, ils ont fait 19e, 20e, ils ont écrit ça en 79. Et moi, j'ai essayé de trouver une configuration sur 2000 ans. Ce qui m'intéresse, c'est le christianisme, c'est discuter. Parce que cette question d'orientation, c'est quand même une question assez qui est contemporaine, disons, d'une sphère culturelle, surtout dans l'Europe du Nord-Ouest, c'est la question du christianisme. La question. Bon. Et donc, comment je l'ai abordé? Alors là, je me suis beaucoup frotté la tête là-dessus et j'ai eu beaucoup de jubilation quand j'ai trouvé un modèle qui était à peu près convenable. Alors j'ai découvert au tout début, mais après on pourra en discuter, que d'abord c'était les arts divinatoires. Alors en Égypte, dans les civilisations anciennes que je connais de manière très éloignée, les arts divinatoires orientent les individus, les empereurs, les guerriers, ils pratiquent des arts divinatoires avant de s'engager dans l'action, avant de s'orienter. Puis après, je montre que... Alors, mon idée, c'est qu'un paradigme est dominant dans une période, puis après, il se retire, mais il ne se retire jamais complètement. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des gens qui pratiquent encore les arts divinatoires, mais ce n'est pas un phénomène sociétal, c'est un phénomène relativement marginal. L'idéologie des dons. Alors, il y a tout un courant, alors, surtout en psychologie, sur les dons, lié notamment à l'hérédité, dans le domaine des dons. Donc je travaille cette idéologie, j'en montre sa force à une époque, ses limites et ses présupposés anthropologiques et politiques. Le troisième paradigme sur lequel j'ai pas mal réfléchi, c'est la doctrine des vocations. Alors là, on retrouve le christianisme, mais on retrouve aussi une forme de néolibéralisme qui veut aujourd'hui recycler le terme de vocation. Et là, je me suis appuyé sur Judith Schlenger, qui est une très grande professeure à l'université de Jérusalem et qui a écrit un ouvrage culte sur les vocations, doctrine des vocations. Puis après, je montre qu'après la Seconde Guerre mondiale, entre les deux guerres mondiales, première et seconde, il y a eu la théorie des aptitudes, notamment à partir de Binet. Alors j'essaye de montrer d'où viennent ces aptitudes, pourquoi à un moment donné on éprouve le besoin de les mesurer, comment on pense ces questions sur le plan social, sur le plan du masculin et du féminin, comme on dirait aujourd'hui, donc la théorie des aptitudes. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans les représentations collectives et qu'en font les scientifiques. Puis je montre qu'après, on va dire les 30 Glorieuses, apparaît un nouveau paradigme qui est la convention des qualifications. Et notamment, j'accorde une importance très grande à l'ouvrage de Pierre Naville, qui s'intitule Théorie de l'orientation professionnelle. Un ouvrage majeur, sans doute l'un des plus importants dans la première moitié du XXe siècle.
La plupart des bibliothèques de France ont théorie d'orientation professionnelle. Alors j'ai une chance énorme, j'ai eu la chance de le rencontrer, de travailler avec lui et de faire un article sur sa biographie par rapport à ce sujet-là. C'est un monstre, pour moi, c'est un monstre sacré, Pierre Naville. Donc, après le modèle des compétences, alors le modèle des compétences est plus récent, il commence à s'installer dans les représentations collectives à partir des années 80, en France tout au moins, dans l'Europe occidentale. Aujourd'hui, on est passé vers une approche qui est plus subjectiviste en prenant en compte les capacités. Donc aujourd'hui, les compétences demeurent hégémoniques, mais il y a un modèle concurrent qui évoque la question des capacités. Alors il est vrai que quand on parle d'aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il y a plusieurs modèles en compétition. Par exemple, il y a le modèle de la singularité qui pourrait marcher aussi. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs modèles en compétition et il est très difficile de dire parmi ces modèles quel est celui qui va s'imposer, je ne sais pas, dans les 10, 20, 30 ou 50 ans. Par contre, c'est beaucoup plus facile de dire, aux première moitié du XXe siècle, Binet, les tests, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, c'est ce que mesurent les tests. Bon, c'est très facile, disons, de prophétiser l'histoire quand elle est écrite. C'est beaucoup plus difficile d'être lucide sur les débats idéologiques d'aujourd'hui et de voir ce qui risque de s'imposer. Excusez-moi. C'est très difficile de voir ce qui risque de s'imposer dans les générations futures. Donc voilà pour les. Alors, et donc cette vision paradigmatique de l'orientation qui donne du grain à moudre sur l'historicité de ce phénomène, j'y tiens beaucoup. Ça met en perspective cette question de l'orientation. C'est très excitant intellectuellement parce que ça oblige de prendre en compte les idéologies, le progrès des sciences et des techniques, l'évolution des pratiques éducatives, les transformations du capitalisme. Plus récemment, je montre que toute cette histoire est quand même liée aux transformations profondes du capitalisme. Et je vous avoue ma grande séduction pour l'œuvre de Thomas Piketty, notamment par cette capacité de faire le lien entre la littérature et des théories très sophistiquées dans le domaine économique. Donc pour moi, Thomas Piketty, c'est un phare que je suis. Enfin, je ne lis pas que Piketty, mais Piketty, pour moi, c'est un auteur de référence majeur sur mon sujet. Point 7, et je vois que je développe trop, c'est l'enquête prosopographique. Alors là, l'enquête prosopographique, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris une dizaine d'années, un travail très laborieux. C'est-à-dire très vite, les gens m'ont dit, si tu t'intéresses à l'orientation, dépêche-toi, cours vers rencontrer les plus anciens d'entre nous, parce que tu les auras plus sous la main. Voilà. Et après, tu t'intéresseras aux plus jeunes. Et donc, c'est ce que j'ai fait, à une période dans les années 80 où il n'y avait pas le TGV, etc., etc. Donc, j'ai en gros assimilé toutes les chroniques nécrologiques de toutes les revues scientifiques et professionnelles qui concernaient l'orientation, et pas seulement la revue des psychologues, mais des sociologues, des économistes, etc. Et puis, chaque fois qu'il y avait une nécro, eh bien, je la mettais en fiche, etc. Pour les grands témoins encore vivants et qui acceptaient une audience, une interview, je me suis précipité vers eux, évidemment. Naville faisait partie de cela. Donc j'en ai pris, on va dire, une quinzaine de grands témoins, tous disparus aujourd'hui. Bon. Et pour les autres, je les ai mis en fiche. C'est vraiment un travail besogneux de prosopographe. Puis après, je me suis demandé si je ne pouvais pas trouver des familles là-dessus, c'est-à-dire trouver des liens d'affinité entre ces personnes. Et j'ai eu le culot de soutenir une HDR en montrant que le mouvement d'orientation au XXe siècle est structuré comme un jeu de cette famille. C'est-à-dire j'ai fait un peu du Wittgenstein. Alors je pensais recevoir des coups de martinet, des coups de bâton, des coups de fer, tout ce que vous voulez. Et globalement, ce système a fonctionné. Donc à partir de mes 500 fiches prosopographiques, j'ai construit un modèle intellectuel qui permet de rendre compte des dynamiques sociétale de l'orientation au XXe siècle. Alors j'ai pris hommes et femmes, évidemment, nés en 1932 ou avant, et qui ont laissé une trace, quelle que soit cette trace, dans le domaine de l'orientation. Parce que pour moi, exercer une trace, c'était pas seulement faire un test. Hein. Ça pouvait être, par exemple, Georges Pompidou, qui écrit dans le Nœud gordien un chapitre assassin sur les conseillers d'orientation. Donc quand on est président de la République, qu'en plus on est homme de lettres, qu'on fait un ouvrage qui s'appelle le Nœud gordien et qu'on règle ses comptes avec l'orientation scolaire et professionnelle, il tombait dans mon escarcelle. Voilà un exemple. Donc j'ai montré le rôle des politiques dans le domaine. Ça n'avait jamais été fait comme ça sous cette forme.
Point 8, alors il y a une problématicité de l'orientation qui en fait une thématique d'éducation par excellence, car nous n'arrêtons pas d'entrer dans la vie. Alors quelqu'un qui m'a appris ça de manière fantastique, c'est Georges Lapassade. Tu dois connaître sans doute Georges Lapassade, qui est un auteur absolument phénoménal. Et donc, alors lui, il a trouvé le concept, on n'est jamais orienté une fois pour toutes. En fait, nous n'arrêtons pas d'entrer dans la vie. C'était un geste anthropologique tout à fait remarquable lorsqu'il a écrit son ouvrage. Maintenant, bon, on le cite constamment comme un grand ancêtre, mais à l'époque, c'était une pensée tout à fait révolutionnaire. On n'arrête pas d'entrer dans la vie. On ferait mieux d'ailleurs de le relire et de l'étendre notamment au fait d'une société vieillissante. Parce que quand Lapassade a écrit cela, c'était une société jeuniste. Bon. Mais aujourd'hui, on est dans une société où il faudra prendre à bras le corps l'allongement de la vie et puis des vies beaucoup plus longues. Donc l'idée qu'on peut rentrer dans la vie, y compris quand on rentre dans un EHPAD, c'est difficile, c'est contre-intuitif, mais c'est très important de le faire comprendre. Alors, construire le sens de sa vie ou concevoir le sens de sa vie, découvrir des raisons de vie, de s'adapter au tournant de l'existence dans un monde en changement accéléré, nous forge par l'épreuve. La notion d'épreuve, je l'ai souvent utilisée parce que tout notre parcours scolaire, c'est un parcours d'épreuves, mais en même temps, il y a les épreuves de vie. Et donc, je me suis appuyé sur Danielo Martuccelli, qui a, en tant que socio-anthropologue, construit cette notion d'épreuve que j'ai, entre guillemets, utilisée dans mon travail, en le citant bien évidemment. Cependant, ce n'est pas qu'un travail de deuil ou une injonction paradoxale, s'orienter dans la vie, construire le sens de sa vie, concevoir le sens de son existence, c'est aussi le sel de la vie. Donc j'utilise les travaux de Françoise Héritier, mais la dernière Françoise Héritier, c'est-à-dire celle qui a écrit son œuvre et qui, au soir de sa vie, met un grain de sel sur l'existence. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un geste qui avait en soi une valeur anthropologique, et non pas l'œuvre tardive d'une personne âgée en anthropologie. Voilà, j'ai voulu considérer que le sel de la vie, c'était un ouvrage qui était de plein droit dans mon travail. 9. L'orientation est un pharmacone, à la fois poison et remède. Dans la plupart des gens, sauf s'ils sont spécialistes, qui consacrent un peu de temps, etc., qui vous parlent d'orientation, en France en particulier, vous diront toujours que c'est la peste, et que les orienteurs sont des poisons, enfin, qui n'ont rien compris, etc. Donc c'est un pharmacone, c'est à la fois le poison et le remède. Alors quelqu'un qui a travaillé ça de manière magnifique, c'est Bernard Stiegler. Je dois beaucoup de choses à Bernard Stiegler, qui nous a quittés trop tôt et dramatiquement, par le suicide notamment. La question du suicide est une grande question pour l'orientation. Le fondateur de ma discipline, c'est Durkheim. Et Durkheim, il est connu pas tellement pour avoir fondé la science de l'éducation, mais pour avoir fait un ouvrage fondamental reconnu mondialement sur la question du suicide, donc en plein encore dans mon sujet. Donc les pratiques d'orientation font partie intégrante du travail éducatif et c'est une œuvre de justice sociale. Donc je me suis appuyé aussi sur les associations professionnelles, pas seulement nationales mais européennes, par exemple l'Association internationale d'orientation scolaire et professionnelle, qui met l'accent sur la dimension sociale justice de l'orientation, je dirais au niveau planétaire. Ça me paraît important. Point 10, ce sera le dernier de ma première tranche, l'orientation comme exigence d'autonomie est une voie d'émancipation. C'est ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire une capacité d'agir des individus et des collectifs contre toutes les fatalités, sources de domination et de servitude volontaire ou d'autres formes d'aliénation, discrimination, stigmatisation, stéréotypes, préjugés qu'on trouve couramment dans les pratiques ou les idées de l'orientation. Donc pour moi, l'idée d'orientation, c'est un antidestin, un chemin d'humanisation et qui devrait être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, au sens où le définit l'UNESCO et l'ONU. Donc pour moi, c'est une œuvre humaniste. Elle a une vocation universelle. Alors certes, je ne l'ai pas traduit, certes, je n'ai pas le don des langues, certes, alors je n'ai pas travaillé que seul, je dois beaucoup au laboratoire, j'étais chez Archimède, l'Université populaire, et j'ai travaillé dans beaucoup de collectifs. Mais ce travail mériterait d'être traduit, adapté, à la limite, dans tous les pays du monde. Voilà. Alors, pas sous cette forme-là, mais sous des formes différenciées. Donc, je dirais que l'essentiel de ce travail commence une fois fini, c'est-à-dire son adaptation, sa traduction, sa déconstruction, au sens de Derrida, etc. etc. J'en ai terminé pour la première tranche de 10, mais bon, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à 30. Voilà. Mais vous pouvez peut-être réagir sur tel ou tel point qui vous paraît pertinent.
Des questions, des remarques? Bernard? Merci Francis, j'ai été surpris, je vais te titiller, par le fait que tu définisses la vie comme depuis notre conception jusqu'à ce que nous soyons éliminés de la mémoire d'autrui. Bon, ça c'est la première chose. Et puis je télescope aussi avec ce que tu as dit sur la chrétienté. Alors tout ça, ça me fait penser au débat qu'il y a eu au XIIe, XIIIe siècle sur l'âme. Et l'âme individuelle ou l'âme collective. Et cette âme collective, c'est quelque chose qui était défini, qui a été défini de façon extrêmement rigoureuse par Imre, donc Averroès. Il n'est pas du tout chrétien, il est musulman, il réfléchit sur l'âme et il dit que la vie ne s'arrête pas, elle est éternelle, en ce sens que nous arrivons à agir sur la conscience des autres, de notre vivant, mais qu'il y a une marque indélébile et immortelle dans la conscience collective. Et alors, le juif Maïmonide va le recadrer là-dessus, et surtout Thomas d'Aquin au XIIIe, qui va défendre l'âme individuelle et qui va avoir terrassé Imre sur ce problème. Or, ce problème, c'est celui de l'avéroïsme latin, c'est celui de Sigère de Brabant, et c'est celui de la liberté. Parce que, évidemment, s'il n'y a plus de destin individuel, d'âme individuelle, mais une âme collective, c'est celle de la liberté et celle de l'orientation dans cette liberté. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on parle de la vie, c'est un terme trop générique. Il faut définir ce qu'on appelle la vie. Pour l'état civil, la vie commence le jour de notre naissance et se termine le jour de notre mort. La preuve, sur un tombeau, il y a une date qui fige notre apparition et notre disparition. Mais on oublie, et tu as raison de le rappeler, que cette date, elle ne tombe pas du ciel. Nous avons été générés. Il y a une transmission des gènes et toute une histoire familiale. Et puis, on ne disparaît pas de l'univers par le fait de décéder. D'abord, il y a tout un processus de décomposition que je ne vais pas développer. On peut avoir des enfants, on peut planter un arbre, on peut faire une œuvre. Enfin, il y a 1000 manières. Et puis maintenant, on a une vie numérique. Alors, je ne sais pas si elle sera éternelle, mais elle peut se prolonger. Donc, effectivement, l'important, c'est quand on dit qu'est-ce que la vie, il faut immédiatement qualifier ce terme, parce que ce terme renvoie... alors, tu as raison, chaque tradition philosophique décline cette vie. Hein. Il y a la vie spirituelle, mais la vie spirituelle, à quelle époque, de quelle religion parle-t-on? Alors c'est vrai que moi, par éducation, je me situe davantage dans le christianisme. Mais le christianisme est immensément riche. On va dire le christianisme post-Vatican II, c'est-à-dire un christianisme un catholicisme qui s'est protestantisé. Vous voyez, mais ça, c'est une façon de voir les choses. Il y a des gens qui sont contre cette vision des choses. Et puis, c'est oublier que le christianisme, c'est d'abord une affaire de judaïsme. Enfin, vous voyez, et donc, effectivement, mais je crois que c'est important de décliner ces appartenances, non pas pour les revendiquer de manière agressive ou pour qu'on cherche à convaincre, mais pour instruire un débat qui permette la compréhension, c'est-à-dire de savoir de quel lieu on parle. Et donc, ce que je remarque, c'est dans ma discipline, quand on dit se former tout au long de la vie, je remarque que ce mot vie n'est jamais défini. Voilà. Et je me dis, il y aurait peut-être un travail intéressant à faire, de se dire, dans le contexte qui est le nôtre, qu'est-ce qu'on entend par la vie? Oui, bon. Et puis, même disparu, le fait de continuer à exister dans la mémoire d'autrui, c'est Malraux. C'est aussi une façon d'être vivant. Et puis vous avez des gens qui vivent, mais qui sont des morts vivants. Enfin, oui, après, on peut poétiquement aussi. Donc la question, c'est, si c'est la vie le problème, eh bien, la question, c'est de savoir comment on définit cette notion qui renvoie aux aspects complexes de notre existence. Voilà. Donc j'aborde la deuxième tranche. Bon, il nous reste encore un peu de temps, oui, quand même. Alors, donc, point 11. L'orientation a une structure anthropologique fondamentale
fondée sur le désir mimétique. Alors là, je me suis appuyé sur Christoph Wulff, qui est un anthropologue berlinois qui a contribué à mon habilitation à diriger des recherches en 1999. Dans l'éducation, la structure rituelle scolaire canalise le désir mimétique des élèves. Notre dispositif est celui d'un legs professionnel, savoir, apprendre, transmettre. Les grandes conceptions des mondes sociaux de l'orientation, depuis les métamorphoses d'Ovide jusqu'aux travaux de Philippe Descola, engagent un rapport à soi, un rapport aux autres et un rapport au monde. Et on retrouve là la structure trinitaire qui m'habite souvent. Par-delà la diversité des cultures et des natures, c'est la question ontologique qui est posée depuis les sources, alors les sources grecques, les sources latines. Alors j'accorde notamment dans mon travail une importance au droit, notamment au droit romain. Par exemple, je suis en train de constituer, mais j'ai fait ça depuis quelques décennies, c'est repérer tous les textes, les lois, les règlements qui encadrent l'activité d'orientation. Comment c'est mis en texte, voilà. Parce que ça donne une vision du législateur sur les questions de l'orientation, ça définit des droits et des responsabilités dans la cité, et puis c'est source d'éducation. Donc cette dimension droit romain, la dimension juridique de l'orientation, c'est quelque chose qui m'importe. Les sources grecques, alors évidemment, moi je suis plus à l'aise, parce que j'étais de formation philosophique, de voir chez Platon, il y a une conception de l'orientation, la cité. La figure de Socrate est une figure tout à fait intéressante comme posture existentielle de l'orientation. D'ailleurs, c'est retravaillé aujourd'hui par bon nombre d'auteurs. Et donc, en termes de villes phares, Athènes et Jérusalem, pour moi, en quelque sorte, sont des phares pour comprendre un certain nombre de choses sur la civilisation européenne. J'accorde aussi une importance à l'héritage de Simone Weil. Alors, pas la ministre qui est rentrée au Panthéon récemment, mais la philosophe. Et donc, l'œuvre de Simone Weil, je ne dirais pas qu'elle m'enchante, mais voilà, elle me donne des axes pour comprendre la dimension notamment spirituelle de l'orientation. J'ai une seule difficulté, c'est sur la notion d'enracinement. Sur l'enracinement, je suis volontairement polémique, parce que je vais le dire de manière peut-être abrupte, hein. On n'est pas des plantes, et je crois que dans un monde globalisé où on revendique un droit à la mobilité, la question de l'enracinement est difficile à tenir, d'autant que c'est souvent revendiqué, pas toujours, par les identitaires. Et donc, moi, je suis plus interactionniste qu'identitaire, et donc j'ai quelques difficultés à penser en termes d'enracinement, mais on pourra rétorquer que Simone Weil, ce n'est pas une pensée identitaire, c'est une pensée qui vise à s'enraciner dans un contexte spirituel. Et là, bon, mais enfin, bon, tout ça, ça peut se discuter. Enfin, je signale le problème. Je signale à la fois que c'est une source de référence pour moi, mais en même temps, je signale la difficulté de sa pensée, tout en rendant hommage à l'héroïsme de sa conduite, pendant la guerre notamment, et pas seulement. Alors, point 12, de Socrate à Kant, la philosophie a cherché à répondre à la question qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? C'est toute la tradition des Lumières au XVIIIe siècle. Et donc, il nous reste à approfondir la question de s'orienter dans la vie au XIXe et au XXe, peut-être au XXIe. C'est la perspective psychosocio-anthropologique qui met l'accent sur la dimension phénoménologique et existentielle du projet de vie. Alors là, on a une tradition philosophique extrêmement riche, hein. Si on cite Kierkegaard, Jasper, Camus, Sartre, Beauvoir, Hannah Arendt, et Simone Weil encore cité, ou plus récemment Foucault, on a vraiment des théories extrêmement riches sur la question de l'orientation dans l'existence, hein, avec des auteurs qui discutent, et Heidegger dans une certaine mesure. Mais Heidegger est écrasant pour plein de raisons. Mais là, on a vraiment des familles de pensée extrêmement riches qui nous ont laissé des travaux absolument exceptionnels et qui permettent vraiment de travailler dans le détail la question philosophique de s'orienter dans la vie. Alors venons-en, où nous limitons-nous aux sciences pédagogiques de l'orientation, qui offrent une vision beaucoup plus restrictive sur ce paysage très large que j'ai évoqué. Alors en France, il y a quand même, si vous voulez, un auteur majeur, c'est Binet. Binet reste aujourd'hui le psychologue français le plus connu au monde. Mais c'est 1905, 1908, 1911, les trois échelles métriques de l'intelligence de Binet. Alors, il a eu, on va dire, c'est le pédagogue, c'est celui qui a eu l'intuition géniale. Bon, mais celui qui a fondé une institution, c'est pas pareil, c'est Henri Piron.
André Biron est le grand maître qui a fondé en 1928 l'Institut national d'orientation, qui existe toujours sous la forme de l'Institut national d'études du travail et de l'orientation professionnelle, l'INETOP CNAM Paris. Donc il a eu un successeur important qui s'appelle Maurice Reclin, et Maurice Reclin a puisé, enfin il a fait évoluer l'héritage de Piron qui était resté dans une perspective d'orientation professionnelle, et il a inclus la scolarisation de l'orientation. Donc l'héritage de Reclin, c'est la prise en compte de la scolarisation du parcours, en gros sous la 4e et 5e République. Alors après Maurice Reclin, l'héritage de Piron devient il se cadre dans une perspective beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, les courants de pensée en matière de psychologie qui parlent de l'orientation sont très divers. On va dire que c'est une mosaïque. Donc il y a des auteurs qui réfléchissent plutôt dans le courant des histoires de vie et récits de vie. Ça, c'est un courant de l'orientation, enfin de travaux sur l'orientation. Il y a des travaux qui restent dans le domaine de la psychologie différentielle, c'est-à-dire comment les aptitudes ou les compétences se déclinent en matière de différence homme-femme ou en fonction des milieux sociaux. Donc ça, c'est l'approche sociologique. D'autres auteurs mettent l'accent sur l'importance de la cognition et mettent en évidence des styles de cognition. Je ne vais pas trop développer, ça donne lieu à une psychologie cognitive. Curieusement, au XXe siècle, la psychologie, enfin la psychoclinique et surtout la psychanalyse a été une question qui a été refoulée. Alors c'est un paradoxe, à part 2-3 auteurs, je pense à Pierre Mal, qui a écrit un article sur vocation et névrose. La psychanalyse a été le grand refoulé de l'orientation scolaire et professionnelle, au sens où on le définit en toute rigueur à l'INETOP CNAM Paris. C'est un constat, je ne porte pas de jugement de valeur. Il suffit de repérer les articles scientifiques qui sont parus dans le bulletin de l'Institut national d'orientation professionnelle, qui est devenu aujourd'hui une grande revue de recherche qui s'appelle l'orientation scolaire et professionnelle. Donc la psychanalyse, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas le droit de citer, mais elle ne figure pas parmi les travaux qui engagent de jeunes chercheurs dans le domaine, on va le dire comme ça. Par contre, la psychosociale s'est développée, la psychologie du travail, bien entendu, avec d'autres chaires du CNAM, ça c'est important, et puis des travaux qui s'ouvrent vers l'international. Je pense par exemple à l'importance des travaux de Jean Guichard, qui s'est formé d'ailleurs à l'Université de Lille 3. On est presque contemporain à quelques petites années près. Donc lui a vraiment eu le talent de développer des préoccupations d'orientation au niveau européen. Ça, c'est un élément important, puisque jusqu'alors, je privilégie l'héritage français. Bon, il n'y a pas que la France. Il y a la préoccupation de l'orientation, elle est européenne, et voire même elle est mondiale, hein, surtout aujourd'hui. Mais il y a un modèle français de l'orientation, et je le défends dans une perspective de transmission culturelle. Je pense que le travail que j'ai fait a un sens du point de vue de la francophonie. Non pas pour catéchiser les populations extérieures, mais pour adapter. Voilà, c'est un modèle culturel, et à mon avis, il mériterait d'être connu, voire même patrimonialisé, j'ose le dire. Mais après, je veux le dire, pour être déconstruit, pour être traduit, pour être adapté, parce que je pense que la question de l'orientation est une question que tout terrien se pose. Voilà. Mais il y a un modèle français de l'orientation qui a sa grandeur, très certainement ses limites, et qui mériterait des confrontations dialogiques avec d'autres modèles comparables. Donc alors les sciences pédagogiques et d'orientation, alors sur le plan pédagogique vraiment, il y a Roger Gall en 1946, qui a vraiment eu l'idée d'une approche éducative et je dirais ouverte de l'orientation. Et surtout, il y a Antoine Léon qui, avec beaucoup de rigueur, a développé une psychopédagogie rationnelle de l'orientation professionnelle pour les enfants, notamment de classes de fin d'études, etc. Donc, il a essayé de faire entrer le modèle de l'orientation dans l'école. Et donc, Roger Gall et Antoine Léon sont deux personnalités de premier plan qui ont fait évoluer le modèle de l'orientation professionnelle, qui était au départ très lié à la question du travail, hein, c'est-à-dire la sélection professionnelle, le reclassement des blessés et des mutilés de guerre, la psychotechnique au sens strict du terme. Vous avez d'ailleurs une créativité technologique assez phénoménale. Si vous vous rendez par exemple au musée d'histoire naturelle et industrielle du Nord à Lille, vous verrez une collection qui regroupe 350 outils de mesure de l'homme et qui sont le témoignage des pratiques de sélection professionnelle des jeunes gens et des adultes pendant les 60 premières années du XXe siècle.
C'est Jean Knut qui en a été le principal précurseur. Je l'ai modestement assisté, mais son œuvre, maintenant, elle est patrimonialisée, mais elle mériterait d'être mieux connue, diffusée. Voilà. Alors, en même temps, au moment où, on va dire, l'orientation scolaire et professionnelle s'étend à l'école, qu'elle se diversifie, qu'elle se laisse féconder par d'autres disciplines. Tout à l'heure, on a parlé de Bourdieu, mais il y en a bien d'autres. Mais Bourdieu, effectivement, dès les années 60, a opéré un virage tout à fait important dans ce domaine. Donc, on peut dire que l'orientation est au carrefour des sciences humaines, de l'action humaine au sens macro, mais aussi de l'activité du sujet dans un contexte particulier. Donc, il y a du macro et du micro. Ça concerne aussi les sciences psychologiques et sociologiques, de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, qui apportent désormais une vision pluridisciplinaire intégrant l'économie, par exemple les théories du capital humain. Qu'est-ce que rapporte une année d'études de plus? En quoi ça ouvre des opportunités, des choix? Les sciences de la gestion, par exemple, la personne qui va succéder sur mon poste est une spécialiste, Corinne Beaujard, est une spécialiste des sciences de la gestion. Vous voyez, signe des temps. Des spécialistes de l'information et de la communication, parce que pour s'orienter, il faut connaître les filières, les métiers. Donc ça relève du traitement de l'information, de la communication. Des sciences politiques, parce que on sait bien par exemple que dès lors qu'on développe un modèle de recensement des vœux des élèves, Parcoursup par exemple, c'est technologique, mais en même temps c'est carrément politique, parce que derrière les algorithmes, il y a toujours, comme disait Marcuse, derrière les machines, je ne sais pas s'il parlait d'ordinateur, parce que c'est Marcuse, l'homme unidimensionnel, 1964-66, derrière les ordinateurs, interroger toujours la volonté des maîtres. Derrière les algorithmes, il faut interroger, non pas l'informatique en soi, mais les concepteurs. Et les concepteurs, ils ont des visions, ils ont des visions de la société, ils hiérarchisent les diplômes, les formations, ils classent, ils excluent, ils incluent, etc., etc. Donc, il faudrait déconstruire les algorithmes, et Parcoursup, c'est un enjeu là-dessus. C'est un enjeu, c'est un nouvel enjeu pour justement mettre en évidence les logiques sociales qui sont à l'œuvre aujourd'hui à travers le numérique et l'orientation professionnelle. Pas d'orientation sans carte ni boussole, alors point 15, sans se réduire à une technique sociale. L'ingénierie des tests et des méthodologies scientifiques d'inspiration positiviste constitue une des voies d'accès à la compréhension rationnelle des mécanismes apparents ou cachés de l'orientation des jeunes et des adultes. C'est vrai que pendant la première moitié du XXe siècle, il y a eu plusieurs idéologies qui ont fécondé, si je puis dire, les sciences de l'orientation. Il y a eu le rôle important de la franc-maçonnerie, mais ça, ce n'est pas le propre à l'orientation, c'est propre au début de l'école de la Troisième République. Ça dépend des régions. Moi, j'ai montré dans ma thèse que dans la région du Nord, ça avait une influence, mais parmi d'autres influences. Les socialismes utopiques. On trouve chez un bon nombre de socialistes utopiques des conceptions de la société qui impliquent de prendre en compte les talents, de prendre en compte le rôle de l'imagination, la question de la transformation sociale, non pas remplir une case, mais faire en sorte que le sujet puisse changer d'identité, de métier, etc. Enfin, les grands socialistes utopiques ont apporté des visions de l'orientation qui constituent des trésors cachés en matière d'orientation et qui peuvent nourrir des stratégies syndicales, politiques, etc. Donc, le rôle des socialistes utopiques. Alors, je suis socialiste utopique pour les opposer au marxisme. Alors, au niveau du Parti communiste français, le Parti communiste français a beaucoup influencé et a beaucoup investi à travers le syndicalisme, mais aussi à travers l'action politique. Je pense à Espace Marx, à nos côtés, à LM, qu'on connaît tous bien dans la salle. Il y a énormément de travaux du Parti communiste sur l'école de classe, les luttes des classes et l'orientation, à travers notamment la presse syndicale. Je pense à l'importance de la presse du SNESUP, mais plus récemment, avec une autre coloration, le SGEN CFDT. Et c'est vrai que la presse syndicale, je l'ai même revendiqué dans ma thèse, il n'y a pas que les livres, il n'y a pas que les traités savants. La presse syndicale est une source pour le chercheur. Et donc, pour rendre compte des cadres mentaux de l'orientation scolaire et professionnelle, je me suis appuyé sur les revues scientifiques, sur les revues savantes. J'ai interrogé les grands témoins, mais j'ai aussi accordé une part, à la presse syndicale, qui est souvent en France. J'ai pas fait de thèse là-dessus, mais honnêtement, la presse syndicale est de qualité. Les collègues qui s'engagent parfois pendant plusieurs dizaines d'années dans le combat syndical sur ces terrains-là, d'éducation, de culture
et d'aide à l'orientation des gamins. Il y a un souci de l'injustice, il y a vraiment un engagement qui mérite, un, d'abord le respect, et puis deux, qui mérite vraiment une attention et une transmission. Donc ça, je l'ai vraiment constaté sur le terrain par la manière dont les gens m'ont aidé, m'ont fourni des informations, parfois des dossiers personnels, etc. etc. Point 16, le travail de la sérendipité. Alors j'ai montré qu'il y a une part de spontanéité, d'hésitation, d'incertitude, d'imprévisibilité, d'inattendu, d'improbable, de flou dans une société qui aujourd'hui prétend être gouvernée par des nombres, big data et algorithmes. L'individu est l'ingénieur des occasions, je cite le kairos, la puissance discrète du hasard, est une variable cachée de l'orientation à tous les âges de la vie. Alors là, je me suis appuyé, notamment pour cet ouvrage sur la sérendipité, sur des auteurs qui ont travaillé sur cette notion de hasard. Alors je sais bien que vous l'utilisez dans vos travaux scientifiques, mais dans les sciences humaines, il y a une montée en puissance depuis plusieurs années de la notion de sérendipité. Et moi, ça m'a permis, parce qu'il y a derrière ça, il y a quand même une volonté, c'est en quelque sorte de réenchanter le processus d'orientation. C'est-à-dire en faisant le cœur ardent de l'humain, et je dis les choses comme je les ressens. Autrement, je n'aurais pas eu une telle passion pour une entreprise qui m'a pris une bonne partie de ma jeunesse et de ma vie d'homme. Il y a, si vous voulez, l'idée qu'il y a du hasard et que ce hasard, il n'est pas seulement déterministe, mais on peut aussi l'utiliser. Et donc, il y a tout un courant de pensée autour de la sérendipité que j'ai introduit dans le domaine de l'orientation, et jusqu'à présent, ça ne se faisait pas. On considérait que le hasard en soi, c'est un peu un concept creux. Ce qui est important, c'est les statistiques et qui nous montrent les déterminismes. Alors certes, les déterminismes existent dans le domaine de l'orientation, mais il y a une partie de sérendipité qui réenchante en quelque sorte les déterminismes. Et moi, je prends toujours la feuille qui se détache d'un arbre. Bon, elle obéit à la loi de la chute, elle obéit à la loi de la chute des corps, la feuille morte qui se détache de l'arbre. Et pourtant, on ne peut pas, me semble-t-il, prédire dans le détail la spirale qu'elle va monter, descendre. Enfin, vous voyez, voilà. Un individu, c'est un peu ça. Il n'échappe pas à la loi de la chute des corps, c'est-à-dire à la loi de la chute des classes, et bien d'autres choses encore, la génétique et tout ce qu'on voudra. Mais néanmoins, comme la feuille morte qui se détache, ou pas morte du tout, peut-être elle se détache, et puis voilà, il y a une dimension aléatoire de son tourbillon de vie. Et donc, par cette approche poétique, j'ai essayé à ma manière de réenchanter pour l'éducation, parce qu'il y avait une visée, c'est pas un fonds de commerce que je défends, il y avait une visée pour réenchanter cette question de l'orientation dans l'éducation et la formation tout au long de la vie. Et j'insiste bien que pour moi, la formation et l'orientation tout au long de la vie, c'est jusqu'au dernier souffle et après. Voilà. Alors ça, c'est complètement contre-intuitif. Faut savoir que dans tous les quinquennats successifs sous la Troisième République, on s'est intéressé au problème du vieillissement, mais on ne l'a jamais traité vraiment. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et pour moi, c'est une vraie question de l'orientation. Certes, il y a l'orientation scolaire et professionnelle. Certes, il y a l'orientation des adultes, mais il y a la problématique du vieillissement, sur lequel aujourd'hui on a des travaux contre-intuitifs. C'est-à-dire, vieillir, c'est pas se dissoudre dans un néant humain. C'est aussi se régénérer pour plein de raisons. Et ça doit être un combustible pour élargir les préoccupations d'orientation et donner de nouvelles raisons de vivre aux générations qui sont les nôtres et qui allons, si on est optimiste, vivre plus longtemps que les générations précédentes. Ça, c'est un défi majeur. Et donc, l'orientation, de ce point de vue-là, elle est au pied du mur, pas seulement dans l'école pour plus de justice pour les gamins, pas seulement dans les entreprises pour que les salariés soient mieux respectés pour donner le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi dans l'après vie professionnelle qui, aujourd'hui, correspond à une véritable tranche de vie. Et là, je m'appuie notamment sur Jean Viard, le sociologue Jean Viard. Bon, je lis beaucoup, bien que psychologue, je lis beaucoup la presse sociologique, Jérôme Fouquet et tant d'autres, mais Jean Viard, autour du thème du voyage, etc., il apporte des éléments tout à fait intéressants. Alors, je ne suis pas idéaliste au point de sous-estimer le fait que l'orientation est un marché de l'angoisse. On s'oriente toujours à partir d'une dialectique de la désorientation. Parce qu'on pense qu'on n'a qu'une vie. En fait, on ne sait pas si on a une vie, mais on pense tous qu'on n'a qu'une vie.
Donc ça met beaucoup de pression, surtout qu'à chaque tournant, il y a des enjeux aujourd'hui. Il n'y a pas que des ronds-points, mais il y a des enjeux à chaque tournant. Donc l'orientation est devenue vraiment un marché de l'angoisse florissant, où coexistent des conseillers en orientation, psychologues de l'éducation nationale, qui doivent s'occuper en moyenne de 1500 élèves, des coachs dont les tarifs évoluent entre 250 € et 700 € en 2014, il faudra que je renouvelle mes tarifs parce que ça doit dû augmenter, les astrologues qui se présentent spécialisés, etc., etc. Donc c'est aussi la Samaritaine, c'est la lutte, c'est une lutte aussi. Il y a des confrontations entre rationalistes et obscurantistes sur ce question de l'orientation. Il y a aussi l'exploitation de la misère humaine, de la souffrance, etc. Donc c'est la grandeur de la France d'avoir construit un service public dans le domaine, mais il faut bien le dire que ce service public, il est misérable, c'est-à-dire il n'a pas les moyens de ses fonctions. Et qu'actuellement, la tendance, elle est plutôt baissière. C'est-à-dire il faudrait au contraire renforcer la professionnalité des conseillers d'orientation tout au long de leur carrière, et pas seulement leur donner une année ou deux de formation au tout début, mais les accompagner parce que les métiers changent, le système scolaire change, les outils de repérage changent, etc. Donc il faut vraiment les accompagner pour une meilleure professionnalité. Et également diversifier ses métiers. Et là, je voudrais rendre hommage, pour moi, à un génie dans le domaine, je m'excuse du mot, c'est Olivier Lazernias, qui a eu le talent, le génie, je le dis bien, d'imaginer qu'on puisse, au cœur de la cité de la Villette, imaginer une cité des métiers qui prenne en compte la plupart des fonctionnaires qui travaillent à l'éducation nationale, pour la formation professionnelle, pour l'emploi, mais aussi une composante sur la création, l'entrepreneuriat, et puis une dimension aussi santé, parce qu'on ne s'oriente pas sans un capital santé. Donc rassembler toutes ces personnes étant souvent formées dans des logiques différentes, pour ne pas dire adverses, des logiques différentes, des statuts différents, les rassembler, les faire travailler ensemble, pour satisfaire à des demandes du tout venant, parce que les gens ne prennent pas forcément de rendez-vous quand ils viennent à la Cité de la Villette. Donc, embrasser le tout venant, être disponible, compétent, offrir une documentation à jour, et en même temps dire que le futur, c'est le progrès des sciences et des techniques, et permettre en famille de faire un voyage. Je trouve ça absolument génial d'avoir pensé ça, de l'avoir réalisé, de l'avoir contribué à l'essaimer en France et en Europe. Donc je rends hommage au génie créateur d'Olivier Lazernias, qui, sur ce terrain de l'orientation, a une vision très créatrice, qui devrait faire école beaucoup plus. Par exemple, j'aurais aimé que la région du Nord s'empare de cette question et crée, pourquoi pas, l'équivalent autour du forum départemental François Mitterrand qu'on a à côté, enfin, etc. On peut rêver, quoi. Mais je trouve que là, il y a un modèle tout à fait intéressant, qui n'est pas suffisamment connu et qui a une potentialité non seulement intellectuelle, sociale, mais en même temps humaniste. Et je trouve que, voilà, donc je rends hommage à mon collègue qui a eu cette intuition et qui a eu le courage aussi de mettre en place cette entreprise qui, je suis encore convaincu, est pleine d'avenir. Parce qu'on y trouve notamment la dimension du lien intergénérationnel. C'est les grands-parents qui amènent leurs enfants, c'est les parents qui amènent, voilà. Ça, cette dimension intergénérationnelle, c'est aussi important. Donc, il faut se battre pour une professionnalisation des métiers du conseil en orientation, je l'ai dit. J'ai pris l'exemple de la Finette, mais j'aurais pu prendre dans une certaine mesure tout ce qui se passe aussi dans le forum départemental ici à côté. Donc, on voit bien que c'est important qu'on ait une école prévenante qui doit se construire autour de la capacité pour chacun d'entre nous d'être créateur de sa propre vie, mais aussi, il faut créer les conditions d'une société plus inclusive. Et par exemple, j'ai rendu hommage, indépendamment de toute considération politique, parce qu'elle n'était plus dans les radars quand je l'ai interviewée, c'est Edith Cresson, qui a plein de talents qu'on imagine, parce qu'elle a été massacrée socialement, je ne vais pas développer, mais bon, c'est monstrueux ce qui s'est fait à l'encontre d'une femme Premier ministre. Néanmoins, elle a une intelligence politique qu'on lui rendra hommage, j'en suis convaincu, et sur le terrain de l'éducation, on lui doit les écoles de la deuxième chance. Donc, à ce titre, je l'ai interviewé. Et à ce titre, je lui ai demandé une préface de mon dernier tome. Parce que la question de l'orientation, c'est aussi la question de la justice et aussi de l'accompagnement des décrocheurs. Et donc, les écoles expérimentales qui existent à Roubaix, mais pas seulement, à travers la fondation qu'elle a créée et qui rayonne en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Il y a là une vision du politique qui est tout à fait courageuse,
Et elle ne l'a pas fait comme ministre de l'Éducation nationale, puisque vous savez que sa spécialité, c'était plutôt une spécialité sur les questions européennes et sur les questions, disons, portant sur... en tant que Premier ministre, évidemment, elle avait vocation à s'intéresser à tous les ministères. Enfin, elle est plus sensible à la question économique qu'aux questions proprement d'éducation. Mais elle a senti là un maillon de la chaîne tout à fait important sur lequel le politique méritait d'être plus courageux. Et donc, je rends hommage à l'action de Mme Cresson sur le terrain éducatif, en particulier sur la question de la fondation des écoles de la deuxième chance. Alors, on pourrait imaginer que dans le futur, il y aurait une école tout au long de la vie et qui nous accorde plus que 2 chances dans la vie. Parce que pourquoi de la seconde chance? On pourrait imaginer une 3e chance, une 4e chance. Il y a l'idée de relever des défis en permanence. Donc cette école prévenante, je l'ai dit, qui doit s'intéresser aux plus vulnérables, qui doit diversifier les parcours, qui doit être inclusive au sens européen du terme, parce qu'en France, on ne fait pas ce qu'on veut, on est inclus dans l'Europe, et l'Europe nous donne une vision de l'orientation sur laquelle on mériterait d'être plus crédible, parce que de temps en temps, on se fait tenser dans les rapports européens, à juste titre, à mon sens. Donc, le centre de tout, c'est quand même le tenir conseil, l'acte de délibérer, de créer des espaces de dialogue qui intègrent les professionnels de l'orientation, mais aussi les hommes et les femmes qui travaillent dans les entreprises et qui peuvent témoigner de la transformation des métiers dans ces entreprises, et aussi tous les partenaires qui travaillent au sein des régions, puisqu'aujourd'hui, la problématique territoriale de l'orientation, elle est fondamentale. Les politiques d'orientation aujourd'hui se déclinent à la faveur des mutations des politiques territoriales. Donc bien sûr, il y a des politiques publiques d'orientation qui continuent à avoir leur efficacité, mais cette efficacité, aujourd'hui, elle est de plus en plus implémentée dans les territoires. Et donc l'approche historique aujourd'hui, elle doit se faire territoriale au sens où on l'entend à sciences politiques. Et donc j'appelle de mes voeux de nouvelles sciences dans le domaine de l'orientation qui prennent en compte la dimension sciences politiques de l'orientation, c'est-à-dire quels sont les choix qui sont faits par les collectivités territoriales dans le domaine. J'en ai terminé pour ma deuxième tranche, si je puis dire. Est-ce que là-dessus, vous avez envie de rebondir sur tel ou tel aspect sur lequel j'ai pu peut-être insister ou passer trop vite? C'est à vous d'en juger. Non? Bernard? Vas-y, Bernard. Tu ne peux pas citer tout le monde, évidemment, mais il y a 2 absents qui m'étonnent, c'est Henri Wallon et Freinet. Oui, tout à fait. Alors, j'ai développé l'aspect psychologique tout à l'heure à travers... je me suis plutôt intéressé sur l'aspect institutionnel. Alors, sur l'aspect institutionnel de l'orientation, j'allais dire, il n'y a pas photo. C'est Binet et c'est Pierron. Et d'ailleurs, je fais partie de ceux qui travaillent pour commémorer le 100e anniversaire de l'Institut national d'orientation professionnelle, qui est le premier institut au monde dans le domaine. Mais tu as tout à fait raison de souligner que la psychologie pierronienne de l'orientation professionnelle, en aucune manière ne résume l'apport très riche des psychologues. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une place aux psychologues cliniciens, qui, à mon avis, sont trop souvent sous-estimés dans le domaine de l'orientation. Mais bien entendu, alors Wallon est tout à fait... c'est bien cette hiérarchie. Hein. Alors, je vais ajouter Piaget, hein, mais je le mettrai en 3. Tu as tout, alors, d'abord, Freinet, peut-être, parce que Freinet, évidemment, c'est tout le courant de l'éducation nouvelle. Hein. C'est la Troisième République. C'est des intuitions aussi pédagogiques absolument lumineuses. Et puis, il y a la postérité de Freinet à travers son mouvement international qui continue aujourd'hui à enrichir la pratique des enseignants, et pas seulement des enseignants de l'enseignement primaire, mais aussi de l'enseignement secondaire. Et donc, l'héritage de Freinet, il est tout à fait important. Et cette curiosité de l'environnement, c'est-à-dire la psychologie de Freinet, ce n'est pas une psychologie bourgeoise centrée sur le moi. C'est une psychologie qui s'ouvre aux transformations de la société. C'est aussi la capacité d'observer, la nature. Enfin, bref, il y a chez Freinet de multiples intuitions qui était en son temps contre-intuitif parce qu'on considérait que c'était décalé par rapport aux préjugés de son époque. Mais aujourd'hui, on continue à réfléchir sur l'œuvre de Freinet. Je pense par exemple à mon collègue Yves Reuter,
qui est mon correspondant, si je puis dire, en termes de classe d'âge, qui est un grand spécialiste de la didactique. Il a montré l'importance de la pédagogie freinée à partir de travaux très érudits qui font autorité en France et bien au-delà sur l'importance de cette pédagogie. Donc il y a vraiment, c'est vrai, dans l'apport, on va dire, de l'orientation au sens humaniste du terme, l'apport incontournable de Freinet. Alors, Wallon est aussi très important parce que, alors on retrouve effectivement l'influence du mouvement communiste, c'est vrai. Alors Wallon est moins connu, mais il l'est à travers le fameux plan Langevin-Wallon. Il l'est à travers ce fameux plan Langevin-Wallon qui devrait être mieux connu, célébré. Et on retrouve la dimension trinitaire. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Elle doit former l'homme, elle doit former le citoyen, former le travailleur. Et pour moi, tout est dit. Former l'homme, Wallon, enfin, quand je dis Wallon, c'est Wallon, c'est le plan Langevin Wallon, bien évidemment. Et tous les gens qui étaient dans cette commission, dont Pierron et tant d'autres. Donc, former l'homme, c'est une prise en compte de toute la pédagogie humaniste qui précédait la guerre. Donc, ce n'est pas un rejet de la tradition, c'est une prise en compte de cette tradition. Former l'homme, c'est vraiment, je dirais, l'acquis humaniste. Ça, c'est fondamental et c'est bien de le dire en premier. Former le citoyen, et ô combien, quand on l'a dit en 1944, là, c'est des éléments essentiels. Et on voit bien aujourd'hui, le désamour de la citoyenneté fait qu'on retourne aujourd'hui dans le débat public avec le retour de la violence. Donc la citoyenneté, c'est le ciment majeur des êtres humains. Donc pour moi, c'est toujours une reconquête à chaque génération. Donc former l'homme, former le citoyen et le travailleur. C'est pas indécent de parler de travailleur. Là, je cite Pierre Mauroy. Pierre Mauroy a dit, dans les années 90, après le tournant de la rigueur, c'est pas indécent de parler des travailleurs. Non, c'est pas indécent de parler des travailleurs. En sachant qu'aujourd'hui, bien sûr, on n'est pas travailleur de la même manière que lorsqu'on l'était entre les deux guerres ou après la guerre. La notion de travail a changé. Mais je crois que ces éléments-là, former l'homme, le citoyen, le travailleur, le plan Langevin-Wallon, pour moi, c'est une base non négociable, si je puis dire, de l'école républicaine. Et on devrait le transmettre comme ça. À partir de là, toutes les ouvertures sont possibles parce que ces auteurs ont rendu possible la possibilité de travaux qui ont été traduits et adaptés à l'étranger. Par exemple, la psychologie soviétique. Par exemple, Denis Lemercier, voilà un collègue qui est spécialisé sur la psychologie soviétique. Bien évidemment, il fait le lien avec Wallon et Freinet. Oui. Donc il y a un rayonnement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un rayonnement international de la France à partir de cet héritage. Donc, je pense qu'il faut se battre pour que cet héritage soit reconnu à l'interne, mais il faut savoir que cette reconnaissance à l'interne, elle est liée au fait qu'à l'étranger, on nous connaît par cet héritage. Donc, oui à Wallon, oui à Freinet. Et je pense que le tournant piagétien est un tournant majeur à partir des années 60, 70, 80. En tout cas, ma génération a été formée par les théories de Piaget. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on relativise tout ça, mais ça a été un tournant épistémologique très important. Il faut savoir que Piaget n'a pas seulement été un grand psychologue, qui en son temps a été révolutionnaire sur un plan épistémologique, mais ça a été quelqu'un qui s'est beaucoup engagé sur le plan éducatif, pas seulement au plan francophone, mais au plan international. Il est l'auteur d'une œuvre importante sur le plan éducatif, et évidemment, c'est un grand épistémologue sur la manière dont alors, il l'a fait dans les termes de son temps, avec la philosophie qui était la sienne. Il a été aujourd'hui beaucoup critiqué. Il y a l'apport de Chomsky et tant d'autres. Je n'ai pas révisé. Comment? C'est vrai, mais il a, pour ma génération en tout cas, il a été un mentor. Alors, aujourd'hui, on relativise son héritage, mais dans l'histoire des idées au XXe siècle, il y a eu sans doute le tournant piagétien. Et je peux vous dire qu'au niveau des tests, par exemple, je pense à Georges Solot. Voilà, Georges Solot, qui est devenu mon collègue. Au départ, il était formateur des conseillers d'orientation, puis il est devenu un professeur de sciences de l'éducation à l'IRE de Dijon. Il a été CSAIO, chef des services académiques d'information et d'orientation. Et je me souviens que au tout début des années 80, effectivement, il nous formait aux techniques piagétiennes de l'orientation, c'est-à-dire pour évaluer le potentiel intellectuel d'un gamin ou d'une gamine, je ne sais pas comment on disait à l'époque, on ne pouvait plus évidemment faire passer les tests de Binet-Simon, c'était complètement dépassé. Et donc les échelles piagétiennes de l'intelligence,
je vous dis, je suis de la corporation 78-80 au CEFCO de Lille. On avait le sentiment qu'on était au contact de la science se faisant. Bon. Mais maintenant, effectivement, il y a un recul. 40 ans après, on relativise l'apport piagétien. Mais Piaget, c'est complexe. Il y a l'épistémologue, il y a le pédagogue, il y a l'historien des idées, et puis il a eu un rôle dans les instances internationales. Donc, son œuvre peut être lue de différentes manières. Mais je ne suis pas un spécialiste en tant que tel de Piaget. Mais sur le plan de l'orientation, je ne pouvais pas le détacher de ses deux prédécesseurs. 21. Donc, alors le rôle des entreprises, j'en ai parlé. Oui, il n'y a pas d'orientation sans désorientation. Et l'un ne va pas sans l'autre. Ça me paraît important. C'est presque une dialectique. Ne pas le voir, c'est s'illusionner. C'est illusionné. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'Olivier Lazernias. Il y a une collègue qui s'appelle Madame Patricia Champy-Remoussenard qui a développé également l'esprit entrepreneurial, mais elle a plutôt développé ce concept en montrant que s'orienter dans la vie, c'était pas seulement chercher un emploi, trouver une formation, c'était aussi avoir la possibilité de créer son entreprise. Et elle a développé cette perspective depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Elle a fait d'ailleurs un colloque international il n'y a pas si longtemps là-dessus. C'est toute la philosophie de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, c'est contesté parce qu'on dit que l'entrepreneuriat, ça alimente le nouvel âge du capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme qui veut faire de chacun d'entre nous un futur capitaliste, qui est une illusion et une tromperie. Mais elle le prend au sens prendre des initiatives, économie sociale et solidaire et service public. Donc c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a une déclinaison dans toutes les écoles de commerce, souvent de France et de Navarre, et derrière ça, il peut y avoir des logiques sociales qui sont très sélectives. Donc dans le contexte de l'Île-Croix, sous la plume de Champy-Remoussenard, la question de cultiver, je la cite, l'esprit entrepreneurial au sens où elle l'entend, elle le fait dans l'esprit du service public, tout au moins de l'enseignement supérieur, pour permettre à des étudiants, notamment doctorants, mais pas seulement, de créer, à la mesure de leur montée en qualification, de créer une entreprise qui peut être une entreprise solidaire, ce n'est pas forcément une entreprise individuelle, elle peut donner lieu à des entreprises multiples et variées. Et donc, chez nous, elle est celle qui développe le plus cette approche, mais qui a été aujourd'hui l'objet d'appuis gouvernementaux. Au départ, la gauche en particulier était très critique sur ces questions d'esprit entrepreneurial. Je ne vais pas dire qu'il y avait un interdit de penser là-dessus, mais ce n'étaient pas des perspectives qui sont encouragées. Le tournant s'est fait avec François Hollande, qui a encouragé ces perspectives. Et les sciences de l'éducation s'y intéressent. Alors, je ne dis pas que c'est un courant massif. Patricia Champy-Remoussenard est certainement une des collègues les plus en vue là-dessus parce qu'elle a organisé un colloque international dans le domaine qui a fait école. Mais bon, on peut dire que c'est une nouvelle question qui se sont emparées à la faveur de l'extension des sciences de l'éducation, qui étaient perçues avant comme les sciences de l'école et qui maintenant sont devenues des sciences de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, qui prennent en compte les acquis de l'expérience, ça c'est très important, pas seulement les acquis professionnels, la VAP, mais les acquis de l'expérience. Et aujourd'hui, l'expérience, ça peut être la VAE, mais aussi la validation des acquis buissonniers, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire dans le cadre de nos activités ludiques, créatives. On a encore une demi-heure, je crois, non? Oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, j'insiste sur la dimension orientation, désorientation, mais aussi la possibilité de concevoir l'orientation à travers l'esprit entrepreneurial. Et j'ai montré que sur cette question-là, il y a eu un déplacement de regard idéologique. Voilà, pour résumer ce que j'ai essayé de vous dire de manière rapide. Pour le point 23, j'essaye de montrer qu'aujourd'hui, on est dans une seconde modernité dite réflexive et que les questions de l'orientation, c'est des questions qui inévitablement doivent faire débat, y compris pour l'individu qui est en situation de choix. Donc, c'est l'idée de mettre l'accent sur les capacités, mais aussi au sens seconde modernité, réflexivité. Et là, je m'appuie sur Ulrich Beck notamment, ou même sur le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Chiappoletto. Pour moi, c'est une Bible. C'est un ouvrage de synthèse en 1999 qui montre bien le tournant néolibéral des années Reagan, Thatcher. C'est vraiment un ouvrage extrêmement intéressant, en plus avec une
si vous voulez, une recension des mots-clés qui permet vraiment de voir en quoi ce nouvel esprit du capitalisme transforme notre subjectivité. Et ça, c'est un ouvrage majeur pour moi, pour tous ceux qui réfléchissent sur l'évolution des théories et des pratiques dans le domaine de l'orientation. Je pense qu'il y a un détour incontournable qu'il faut faire sur le nouvel esprit du capitalisme. Et le Boltanski et Ciapoletto, pour moi, c'est un ouvrage majeur. Probablement qu'aujourd'hui, bien sûr, un temps après, il faudrait le... D'ailleurs, cet ouvrage a été réédité. Me semble-t-il, en version augmentée, pas refondue, mais néanmoins, les auteurs continuent à produire, j'en dis pas plus. On voit bien là que cette histoire d'orientation, ça touche aux mouvements sociaux, puisque je parle de transformation du capitalisme. Ça touche aux mouvements sociaux, qu'aujourd'hui, ce qui est défendu, c'est la question du néolibéralisme. Alors, le néolibéralisme apporte le meilleur, mais il apporte le pire. Il apporte le meilleur, c'est-à-dire il incite chacun à donner le meilleur de lui-même, à être actif, proactif, etc., etc. Mais en même temps, il est très cruel. Il est très cruel pour ceux qui n'ont pas reçu, comme dirait Bourdieu, les capitaux, ne sont pas soutenus, accompagnés, etc. Donc je dirais qu'il y a une cruauté du jeu social aujourd'hui, de mettre l'accent sur la dimension sportive, vous voyez, soyez acteur de votre destin, créez votre entreprise, bougez-vous, enfin, vous voyez, bon. Donc ça, c'est une philosophie qui s'articule à ceux qui, dès la naissance, ont des capitaux qui les mettent en situation de s'informer, d'avoir l'esprit critique, de s'appuyer en cas de difficulté, d'avoir de multiples réseaux. Mais pour celui qui n'a pas tous ces atouts par son milieu social, familial, géographique, etc., eh bien, je pense que là, il y a une cruauté du jeu social, parce qu'au bout du compte, tout le monde est jugé en apparence de la même manière. Passe ton bac d'abord et on verra après. Or là, il y a des grandes inégalités, et la massification scolaire masque ces inégalités. Parce que ce n'est pas parce qu'on massifie le système qu'on le rend plus juste. On reporte en fait les échéances au-delà. Avant, l'obligation scolaire, c'était 14 ans, 16 ans, on l'a repoussé. Aujourd'hui, comme vous le savez, plus de 80% des élèves ont leur baccalauréat, mais on ne dit pas qu'il y a une diversification des baccalauréats, et on est jugé sur l'âge d'obtention du baccalauréat, sur la mention qu'on a obtenue, et puis sur les à côté du bac. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances, quelle langue tu connais, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a l'aspect formel de l'orientation, mais aussi il y a l'aspect réel de l'orientation qui mérite d'être mis en lumière pour montrer que là-dessus se joue la reproduction des inégalités dans notre société. Et cela se joue de manière très brutale et très rapide. Très brutale et très rapide. Alors, il y a eu beaucoup de travaux sur la promotion sociale, qui montrent que l'ascenseur social est en panne. Je pense à Elisabeth Charlon et à son mari, Claude Dubar, que nous connaissons tous ici. Claude Dubar, avant de nous quitter trop tôt, ça a été quand même un grand militant de la promotion sociale. Il a écrit un ouvrage remarquable là-dessus. J'ai eu le bénéfice d'être d'un de ses relecteurs. Et le dernier paragraphe de Claude Dubar sur la promotion sociale est absolument magnifique. Il rend hommage au rôle important du conseil en orientation pour les adultes. Voilà. Et donc aujourd'hui, qui se soucie, enfin la question de la promotion sociale, au sens où l'entendait Claude Dubar, aujourd'hui, c'est pas une question politiquement traitée. C'est dommage. Donc, l'école ne peut pas tout ça, certes, mais l'école pourrait être plus juste, elle pourrait être plus humaine, et elle pourrait aussi davantage donner des chances à travers la formation continuée, mettre l'accent sur la promotion sociale, la régénérer, et relire des fondamentaux comme Claude Dubar ou Bertrand Schwartz. Parce que quand même, dans notre région, Bertrand Schwartz a fait énormément pour l'orientation scolaire et professionnelle. C'est-à-dire qu'il a compris avant tout le monde, au tout début des années 80, que tout ne se jouait pas à l'école, mais qu'il y avait un sas entre 16, 18, 18, 21. Et il a eu le talent de concevoir une institution qui s'appelle les PAIO, les missions locales. Et son ouvrage sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes est absolument extraordinaire. Parce qu'il considère qu'il faut prendre en compte la globalité du jeune pour l'accompagner sur le plan social et professionnel. Il a initié la thématique des PAIO, permanence d'accueil, d'information et d'orientation, et des missions locales qui existent toujours aujourd'hui, avec une prise en compte de la santé, du logement, de la santé et du logement,
et pas seulement du scolaire. Et il a écrit ça pour Pierre Mauroy en 1981. Et je pense ça mériterait d'être relu et de voir là-dessus sur quel point on a progressé et sur quel point on a régressé, notamment dans certains territoires. Donc, hommage soit rendu à Bertrand Schwartz, l'auteur de l'insertion, il a mis professionnelle d'abord, hein. La dignité, quand on a quitté son obligation scolaire, c'est de trouver un travail, c'est la dignité. Et donc, il a souligné l'importance de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Et je pense que cet ouvrage mériterait d'être lu, et cet homme, son œuvre mériterait d'être davantage citée aujourd'hui. Il a énormément influencé notamment les travaux du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Il a eu aussi une certaine popularité, c'est-à-dire son message est passé dans l'opinion. Il faut savoir que c'est les années 81-83. Voilà, dans le socialisme de Pierre Mauroy, notamment Premier ministre, il y a eu vraiment la petite musique de Bertrand Schwartz, qui vraiment portait des pépites tout à fait précieuses sur cette question de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, qu'on redécouvre aujourd'hui à la faveur d'une société qui a massifié le précariat. Donc je crois que la pensée de Bertrand Schwartz est encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était en 80, parce qu'en 80, il y avait des ressorts sociaux qui n'existent malheureusement plus tout à fait aujourd'hui pour les raisons que vous connaissez, et je crains que la pandémie n'aggrave encore cette situation. Voilà. Alors, vous allez me dire, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer et pour laisser place peut-être aux questions. Bon, certes, l'orientation, on n'a jamais fini, mais c'est la grande question de l'aventure humaine, donc il n'y a aucune raison d'en désespérer. Je crois que les travaux scientifiques sur ce domaine sont importants, ils sont de grande qualité, ils sont souvent méconnus par les hommes et les femmes qui nous gouvernent. C'est une grande erreur. Alors, je citerai par exemple, parce qu'il n'y a pas que le CNAM et l'Université de Lille, je citerai par exemple l'excellence des travaux de l'IRED de Dijon, notamment les travaux de Georges Cholot que j'ai cités tout à l'heure, mais de Marie Durubella, qui a fait énormément pour montrer la dimension sélective des paliers de l'orientation, dès la 5e, puis la 3e, et l'injustice de l'orientation scolaire à l'encontre des filles. Donc, Marie Durubella est la meilleure d'entre nous depuis plusieurs décennies sur ce terrain-là. Et puis, il y a des gens qui sont moins connus, mais qui ont su préserver sur un plan régional une pensée tout à fait utile sur la question de l'orientation. Alors, je pense là notamment à Geneviève Latreille. Geneviève Latreille nous a quittés trop tôt. Alors, les Latreille, c'est un très grand nom dans la région lyonnaise, pour les Lyonnais dans la salle, c'est un très grand nom. Et Geneviève Latreille a anticipé, alors dans les années 70, la nécessité d'introduire une dimension approche orientante dans les universités. Elle est l'auteure d'une thèse d'État sur la question des métiers, et elle considère que les métiers, ils ne tombent pas du ciel, ils ne sont pas uniquement le produit des patrons, mais ils sont trouvés, créés. C'est-à-dire, elle a montré que les travailleurs, comme acteurs sociaux, contribuaient à la définition des métiers. C'est une thèse tout à fait d'avant-garde qui a été soutenue en 1980 sous la direction de Pierre Naville. Alors, mais Pierre Naville, il n'était pas tellement favorable à cette thèse, mais il a reconnu la qualité intellectuelle de Geneviève Latreille. Et bon, voilà, elle a eu sa thèse d'État sur cette nouvelle approche de la théorie du métier. En plus, c'est une grande intellectuelle qui a eu une vie spirituelle, alors on l'a su après sa mort, mais qui a eu une vie spirituelle, on va dire, discrète, mais qui a contribué à insuffler une dimension, j'allais dire, je dirais pas chrétienne, ça ne convient pas, mais une dimension humaniste dans l'orientation, c'est-à-dire qu'elle s'est battue en accompagnant, et c'était courageux pour elle en son temps, surtout avec son statut de professeur des universités et de directrice de cellule d'orientation, elle s'est battue pour qu'au niveau du ministère, il y ait une plus grande prise en compte de la dimension sociale de l'orientation. Notamment, elle a beaucoup accompagné ce qu'on appellerait aujourd'hui les travailleurs du care. Vous voyez, elle s'est intéressée aux infirmières, elle s'est intéressée au cœur de métier. Aujourd'hui, on en fait des films magnifiques, il y a tout un cinéma social là-dessus. Mais elle a été pionnière pour montrer l'intelligence sociale des travailleurs du care, qui sont souvent oubliés, invisibilisés, peu payés, etc., etc., compressés, on va dire, sur un plan du travail.
elle a montré la dignité de ce métier et elle a contribué en tant que conseillère orientation, puis directrice de SUIO, puis comme sociologue, à mettre l'accent sur le fait que ces métiers, ils sont respectables et ils sont aussi le fruit d'une lutte des agents qui sont dans ces métiers ou des acteurs sociaux qui sont dans ces métiers. Donc, d'une certaine manière, elle a opéré à sa manière un tournant dans le domaine de la psychosociologie du travail. Alors, je lui rends hommage parce qu'il y a peu de gens qui la connaissent et qui font le lien avec les gens qui vraiment ont insufflé un vent nouveau sur ces questions d'orientation. Voilà. Alors pour terminer, ce sera vraiment mon dernier mot. Donc l'orientation, c'est pas uniquement une histoire d'individu, c'est aussi la société qui s'oriente. Hein, c'est aussi les collectivités territoriales, je l'ai dit, c'est aussi dans l'entreprise, c'est aussi les parents qui contribuent à l'orientation de leurs enfants. Et puis à chaque étape de notre vie, à chaque tournant, nous nous orientons. Mais l'humanité, elle s'oriente aussi. Et je dirais qu'elle a le choix entre 3 orientations fondamentales. Alors, j'élimine l'option nihiliste. Donc, je ne dis pas que ça ne peut pas se produire, mais je ne retiens pas l'option nihiliste, c'est-à-dire toutes les théories effondristes aujourd'hui, plus ou moins savantes. Donc, je mets entre parenthèses, je ne choisis pas ce chemin-là, mais je reconnais que c'est une éventualité qui n'est pas à exclure. Par contre, je considère que l'approche de Marx, je dois vous dire que mon premier écrit sur la notion d'orientation, ce n'est pas la notion d'orientation. J'ai été soumis à une épreuve d'oral de philo quand j'étais en classe terminale sur le jeune Marx, et j'ai écrit un ouvrage de 128 pages sur la notion marxiste d'aliénation. Et on peut traduire aliénation et désorientation. Ce que je veux dire là, c'est que le jeune Marx a eu des intuitions extrêmement fortes dans le domaine de l'orientation qui soulignent la dimension créative de l'individu, qui a nourri notamment les socialistes utopiques. Donc je rends hommage au jeune Marx. Je connais moins le Marx de la maturité, l'économiste, donc je ne dirai rien. Mais la voix du jeune Marx, à mon avis, il ne faut pas l'écarter. Elle est à prendre en considération et elle peut encore aujourd'hui nous questionner. La deuxième voix, c'est Rimbaud. C'est-à-dire, moi j'ai un penchant pour le romantisme. Je pense que le romantisme n'est pas dépassé et qu'on peut toujours changer la vie. Alors vous me direz, quand on dit changer la vie, ça dure que l'espace d'un printemps peut-être, mais la politique, quand elle se laisse toucher par ça, elle fait de grandes choses. Donc moi je considère que le romantisme ne doit pas seulement être laissé aux spécialistes littéraires de ce courant de pensée, mais que c'est une voie d'orientation possible. Donc voilà, je me fais le chantre. Alors changer la vie, ouais, est-ce qu'on peut changer la vie? Ben oui, on peut changer la vie, à condition qu'on y croit d'abord. Il y a des rencontres fécondes, l'amitié, l'amour, ça change la vie, y compris dans les EHPAD. L'amour, ce n'est pas uniquement le problème des jeunes ou des moins jeunes, y compris dans les EHPAD, il y a de belles histoires d'amour. Et alors? Mais alors, si on dit ça, dans ce cas-là, il faut considérer qu'on est citoyen jusqu'à son dernier souffle et pas interdire aux personnes âgées de sortir après 20 heures, etc., etc. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai accompagné mon vieil oncle jusqu'à 95 ans dans ces conditions. Et puis convertir le cœur de l'homme. Alors bon, c'est vrai que j'ai été formé dans le cœur du christianisme, hein, je le reconnais. Bon, pour moi, c'est devenu une référence intellectuelle. Je ne passe plus par la case la foi. Mais bien évidemment, mes cadres mentaux ont été forgés, bon, comme pour tout à chacun, dans le cadre de l'Europe du etc., etc. Et le christianisme a fait de belles œuvres. Il a fait aussi de grandes crapuleries. Je ne vais pas le développer. La presse tous les jours nous en rabat les oreilles. Bon, néanmoins, le christianisme est une grande affaire. C'est une grande affaire parce qu'elle se donne un horizon. Elle a créé des institutions. On lui doit énormément dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'école. Il y a plusieurs courants du christianisme. Pour moi, le christianisme a un avenir et le christianisme a porté jusqu'à un point d'incandescence la question de l'orientation à travers ces saints, ces martyrs, ces hommes et ces femmes qui ont été pères de l'Église ou mères de l'Église, peu importe. Donc je me reconnais l'héritier du christianisme, mais je prends le christianisme comme source de référence, comme source d'inspiration. Et je ne me mets pas à genoux, mais chacun peut se mettre à genoux, mais je ne me mets pas à genoux et je revendique un droit critique. Cela étant dit, il y a d'autres spiritualités possibles. Il ne faut jamais oublier que ma directrice de thèse, Françoise Mayer, auquel je rends hommage, elle m'a dit « Monsieur Danvers, vous qui êtes lillois, avez-vous compris qu'à Lille, il y a tous les cultes ?» Ou presque. Et ça s'est renforcé avec les évangélistes.
les écoles musulmanes, etc. Il y a tous les cultes. Donc il y a une spiritualité plurielle. Et ça, à mon avis, c'est une richesse pour s'orienter, une spiritualité plurielle. On n'en fait pas grand-chose, hein. On pourrait essayer de faire dialoguer ces spiritualités plurielles pour résister à la barbarie des temps qui viennent. Voilà. Bon, moi je pense. Et puis, voilà. Donc je suis d'une certaine manière œcuménique. Mais il y a des spiritualités qui nous viennent d'ailleurs. Gandhi, par exemple, convertir le cœur de l'homme. Donc vous voyez, je pense toujours trois. Donc on peut choisir. Alors j'écarte l'option nihiliste. L'orientation, ça peut être transformer le monde. Et le jeune Marx, avec une dimension romantique, peut toujours nous inspirer. On peut chercher à convertir de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est peut-être plus dur. Mais c'est le rôle des spiritualités d'élever dans le cœur de l'homme ce qu'il y a de plus noble et d'inhiber autant de possible la dimension animale de l'homme que nous resterons toujours, parce que c'est le propre de l'homme. Alors on me dit, oui, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait du mal, qu'est-ce qu'on fait de la mort, etc. Eh bien, le dernier mot, ce sera pour l'art. Je pense que le dernier mot doit être donné à l'art. C'est l'art qui doit nous sauver. Je considère que c'est l'art qui doit nous sauver. Il y a du tragique dans l'orientation. Il y a des gens qui ont à peine eu leur talent, ils ont été fauchés. Il y a du tragique dans l'orientation, il y a du mal de l'orientation, il y a des injustices dans l'orientation. On peut contrecarrer ces mouvements jusqu'à un certain point, mais il y a de la beauté, il y a de la grandeur, et je pense qu'on a insuffisamment exploité la dimension poétique de l'art. Et à mon avis, les sources d'inspiration futures, y compris pour accompagner notre vieillissement et notre mourir, je pense que la dimension artistique de l'existence, poétique de l'existence, romantique de l'existence, à mon avis, elle a un avenir. Et elle aura d'autant plus un avenir qu'on sent que de plus en plus, nous sommes gouvernés par des robots et par des hommes et des femmes qui pensent comme des robots. Et donc notre salut, à mon avis, ce sera d'essayer de trouver de nouvelles voies inspirantes, comme Pic de la Mirandole, mais il y en a bien d'autres, hein, pour aller, parce que nous avons toujours du mouvement pour aller plus loin. Je vous en remercie. Je vous remercie pour votre silence, parce qu'après tout, le silence est une façon aussi de dialoguer avec son public. Et pour moi, habiter le silence, c'est un élément de la question de l'orientation. Pascal Lavie.